Bien, écoutez, je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance pendant ces 2 jours qui ont été vraiment très, très, très intenses, productifs, collaboratifs. Et je pense que c'est des journées comme ça va rester un petit peu dans les mémoires. Et on a eu aussi beaucoup de chance puisque en introduction du symposium scientifique d'hier, on a eu l'adjointe à la chef du Bureau de la recherche architecturale et urbaine et paysagère du ministère de la Culture. Donc ça, c'est pas rien quand même d'avoir quelqu'un de ce rang parmi nous. Il paraît que, par exemple, en Espagne, ce serait totalement inenvisageable dans un symposium d'avoir quelqu'un du ministère. Donc je pense qu'on a eu pas mal de chance. Et elle nous a parlé de la place des doctorants dans les écoles d'architecture et des fameux 100 contrats CIFRE. Je rappelle que les contrats CIFRE, c'est les conventions industrielles de formation par la recherche. Donc ce but des 100 contrats CIFRE n'est pas tout à fait atteint aujourd'hui. Peut-être qu'à l'avenir, ça le sera par un certain nombre d'actions. Et pour une meilleure connaissance de ce dispositif, le ministère diffuse largement pour essayer les différents partenaires à contractualiser, je le rappelle, entre une entreprise, un doctorant et un laboratoire de recherche qui encadre la thèse. D'autres dispositifs ont été mis en place par le ministère de la Culture, notamment les chaires partenariales, et je pense que ça peut faire écho aussi à la dernière intervention de Pierre, qui, dans un cas de figure peut-être étranger, son expertise pourrait faire aussi l'objet d'une chaire partenariale. Et pour nous, elle a parlé aussi de la stratégie nationale de la recherche. Après avoir parlé de la stratégie nationale pour l'architecture, elle a parlé de la stratégie nationale de la recherche avec la volonté affichée de développer une recherche architecturale mieux adaptée aux dimensions sociétales. C'est sans doute aussi ce qu'on a vu pendant les 2 jours. Et la poursuite de programmes incitatifs, comme celui en particulier autour du patrimoine du XXe, mais il y en a d'autres. Et puis c'est au tour de Clara Mejia de nous exposer sa vision de la pratique de la recherche en architecture, présentant un cas, celui de l'Université polytechnique de Valence, non sans avoir préalablement posé quelques questions essentielles qui étaient pour elle un prétexte à la discussion. Et je vous en livre quelques-unes qui seront, comme vous le verrez, finalement le fil rouge de ces 2 journées sur la question de la pratique et de la recherche en architecture. Pourquoi faire de la recherche en architecture? À quoi sert-elle? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses acteurs? Quelle en est son origine? Comment est évaluée sa qualité? Et quelles sont les conditions qui font qu'un travail d'architecte soit susceptible d'être considéré comme une recherche? À l'Université de Valence, les structures de recherche sont organisées selon 2 voies. Il y a une recherche avec les départements universitaires, les groupes de recherche, une école doctorale, des instituts et des centres de recherche, et une autre branche dénommée innovation, avec les startups et les spin-offs. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que c'était les spin-offs, mais je chercherai plus tard. Il y a trois manières aussi d'aborder la recherche à l'Université de Valence. Il y a la question du projet et mémoire, projet et action, qui s'apparente à la recherche-action, avec des thématiques techniques, de production, de recherche de qualité, et projet et innovation, qui s'oriente vers une recherche sur les questions vraiment essentielles. Et on voit là qu'il y a aussi des correspondances avec tout ce dont on a parlé pendant les 2 jours. S'en est suivi une présentation d'Eneko Iranga sur son parcours à l'université de San-Sébastien. Et ce qui était intéressant, c'est que la démonstration a été faite par Eneko qu'il faut du temps pour faire de la recherche. Et ce temps, il faut le trouver à la fois dans un parcours, dans une formation, mais aussi dans une pratique.
et que ce n'était pas toujours évident pour pouvoir s'orienter l'esprit vers la recherche en architecture. Et s'en est suivi la deuxième table ronde, qui va vous être exposée par Jérôme. Donc ça a suivi la table ronde avec l'émergence d'autres questions, notamment comme le paradoxe de la formation par le projet, qui produit du projet, et donc de son évaluation au titre de la recherche. Quelles sont les exigences, les mécanismes de contrôle, la place de la conception dans le projet et dans la recherche. C'est des choses qui sont comment dire, à creuser un petit peu. La nécessité de connaître de nombreux champs, pas seulement celui de l'architecture, mais d'aborder des défis sociétaux, de trouver des espaces, des territoires d'expérimentation de la recherche en relation avec la société, mais aussi l'architecture comme point de rencontre entre les arts et la science. Celui qui nous mène aussi assez intuitivement à la question de la deuxième table ronde qui s'est sur la place de la recherche dans la pratique. À cette question, Christophe Boyadjian, donc enseignant de Lyon, nous expose comment apprendre des situations, et notamment à travers des exemples comme celui de l'IBA, International Bauschleunung, notamment celle de Berlin, mais pas que, il y a aussi celle de Berlin, mais pas que, où théorie, recherche, pratique et donc réalisation sont convoquées dans un temps donné, c'est-à-dire environ 10 ans, c'est-à-dire c'est un temps quand même qui est programmé et qui est insufflé, où on a le temps de fabriquer les choses dans ces 10 ans-là. On a le temps de se tromper, comme disait tout à l'heure Emmanuel. Il y a le temps aussi de pouvoir produire des choses et que ça se concrétise. Et l'on voit aussi que les conditions de la recherche sont liées étroitement à la pratique, avec des mises en place de dispositifs. Le plus récent, IBA, qu'on connaisse là, c'est IBA Basel. C'est IBA Bâle 2020, c'est trinational entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Donc ces dispositifs, Christophe Boyadjian nous les présente avec des projets et des notions d'entrelacement, d'exploration des échelles, de complexité, d'invention qui correspondent à la pluralité des services de création. C'est-à-dire qu'on fait appel à plein de domaines, mais on cristallise, on fabrique aussi la question. Nous sommes les fabricants d'une synthèse. La notion du temps long est abordée au cours de cette deuxième table ronde. Ce temps long qui correspond plutôt à la question la notion du projet urbain. Ce projet urbain qui évolue entre 15, 20, 30 ans, ce qui permet de faire évoluer les programmes et de changer aussi, d'avoir une adaptabilité maximale. Alors du coup, en contrepartie, vient aussi la question et le temps court, celui du projet qui offre les conditions. Est-ce que ce temps court de projet sur le bâti, plus spécifiquement, peut-il donner les conditions pour la recherche ? Cela pose la question des outils, celui d'inscrire un récit de projet ou la question des matériaux spécifiques, comme un travail sur la pierre, par exemple, où Jacques avait énuméré tout le travail de Gilles Perrodin. Mais d'autres notions sont apparues, comme celui du confort d'usage, avec le travail présenté par Pierre Soto sur son fauteuil roulant, plus performant, plus léger, pouvant se plier, d'abord envisagé en fibre de carbone, puis en aluminium, qui s'intéresse bien sûr aux détails, mais aussi au caractère intemporel de cette recherche de création, et qui aujourd'hui ouvre encore une fois une nouvelle période sur potentiellement l'accès au handicap cognitif, ce que vous avez parlé, ce que je trouve quelque chose de très intéressant. Ce qui nous amène assez naturellement à la troisième table ronde, l'expérimentation outils de recherche, avec la présentation de Thomas Dalby sur des architectures éphémères récentes au sein de son atelier, on pourrait dire plutôt son laboratoire vecteur, un laboratoire d'architecture, là où également est questionné la notion de temps, le temps court, celui de l'expérimentation de l'éphémère, mais aussi le temps long,
On s'est rendu compte qu'il y avait certaines commandes qui demandaient peut-être un temps plus long que celui qui était initialement prévu. Malek Dabi, lui, nous a parlé d'une expérimentation à La Réunion entre 2005 et 2015, donc là aussi une période de temps assez importante. Comment concevoir un habitat dans un climat tropical humide, avec une importance donnée à un moment donné à la question technique, notamment la ventilation naturelle, sa place dans l'habitat, son impact sur la forme, et, comme il le disait également, expérimenter, c'est prendre des risques. C'est aussi parfois se tromper. Se tromper, c'est aussi faire des propositions. Les propositions, par exemple, Joanne Laure nous en a parlé, avec les concours d'architecture. Est-ce que ceux-ci peuvent-ils être considérés comme des sujets de recherche? Dans l'affirmative, sous quelles conditions? Et la réalisation d'un concours gagné peut-elle constituer, elle aussi, une recherche qui se continue jusqu'à la réalisation et encore au-delà? À l'opposé, Brice Lebouvier, qui avait presque par dégoût des concours choisi une autre voie, celle de la petite échelle dans le périurbain, avec l'invention de nouveaux outils et la notion d'expérimentation nourrie par le chantier, qui peut être aussi une question de recherche, et d'où se pose la question, quel format pour la recherche? On a vu que pendant ces 2 jours, la pluralité du métier d'architecte et la multiplicité dans la manière de mener la recherche en architecture par le projet, la nécessité d'adaptation du métier à la recherche et peut-être de la recherche au métier. On a vu que la recherche peut se poursuivre au-delà même de son objet, à travers le doctorat by design, comme on a pu le voir aujourd'hui, sous réserve, bien sûr, qu'on lui offre les conditions de son appétence par l'amélioration des dispositifs de recherche, que ce soit à travers de nouvelles modalités économiques, mais aussi d'évaluation, de reconnaissance et de diffusion de cette recherche. Voilà. Merci.